Bonjour à tous et bienvenue sur AsusPad. Alors sous cette semaine on vous a fait quelques vidéos sur l'Asus Transformer Prime qu'on a reçu en test de la part d'Asus France. On va devoir rendre la tablette, donc là on va faire une petite vidéo pour conclure. Donc une vidéo qui d'ailleurs ne sera peut-être pas si petite que ça. Parce qu'on va essayer de vous montrer un petit peu maintenant toutes les facettes de la tablette, faire une espèce de test vidéo. Maintenant qu'on l'a utilisé pendant une certaine durée quand même. Donc on va commencer par la boîte. Que contient la boîte de la Transformer Prime? Tout simplement déjà une petite documentation, essentiellement des points de garantie, une petite chiffonnette en microfibre, très efficace et très pratique, parce que l'écran tactile ça se salit vite, le chargeur USB vers secteur d'Asus qui est le même que la TF101 avec une sortie de 5 volts et 1,2 A, et le câble USB, donc USB standard vers port propriétaire Asus qui est lui aussi le même que la TF101, sauf que le câble est maintenant beaucoup plus long. C'était un des gros points critiqués sur la TF101, un câble super court qui permet pas de la brancher partout. Maintenant, plus de problème de ce côté-là, le câble fait facilement 1m60. Donc pour la tablette, elle est fournie bien sûr dans la boîte, heureusement. La tablette ainsi que son dock clavier pour notre cas, parce qu'on avait la version avec le dock clavier, dans une couleur donc Amethyst Grey, qui est une espèce de gris mélangé, un gris violacé, qui est très joli, très sobre. La tablette alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà sur les finitions, donc le dock et la tablette sont bien sûr faits dans les mêmes matériaux, mêmes couleurs, c'est de l'aluminium. Au dos de la tablette, donc qui est tout en aluminium avec le logo Asus au centre, et en haut un appareil 8 mégapixels avec un flash LED. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la tablette? En dessous on a les ports pour le dock ainsi que le port de charge. Sur la tranche gauche de la tablette on a le bouton Power, le micro HDMI, la sortie micro HDMI, le slot micro SD card et ce qui ressemble à un... J'ai pas regardé les notices, mais soit un microphone, soit un bouton reset, parce que je sais pas, parce qu'il y a un autre. Si on regarde le dessus de la tablette, je vais vous montrer ça. On a le bouton power qui se couche donc sur le dessus de la tablette, et on a un autre petit trou qui se trouve là, qui doit donc être peut-être le microphone. Je sais pas, il y a rien indiqué sur le côté, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, sur la tranche droite de la tablette, on retrouve le jack, le mini jack, et c'est tout. Donc voilà, ça c'est un peu faire le tour de la tablette. Pour le dos de la tablette, je vais vous montrer sur le côté gauche, au dos de la tablette, on a le haut-parleur qui est le haut-parleur unique. La tablette est en mono, mais on reviendra sur ce point plus tard. Ah oui, en façade, j'ai bien sûr oublié, on a en haut l'appareil frontal, l'appareil photo frontal, ainsi que des capteurs de luminosité. Voilà. Je peux dire quoi d'autre? Maintenant, vu qu'on a vu un peu le tour de la tablette, on va regarder le tour du clavier. Donc le clavier qui a un mapping des touches qui est identique à celui de la TF101, on a les mêmes touches, avec les mêmes raccourcis en haut, les touches menu, home et compagnie. Le trackpad est un peu différent, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus deux boutons distincts, ils sont on va dire intégrés au trackpad, sauf qu'ils ne sont pas tactiles, c'est-à-dire que ils sont cliquables bien sûr pour sélectionner clic droit, clic gauche, mais si on passe le doigt dessus, ici la bande en bas n'est pas sensitive. Pas comme un clavier de Mac ou quelque chose de ce style. Sur le côté gauche du dock, nous avons le petit port de charge et c'est tout, un petit voyant de charge aussi, oui. Sur l'autre côté, donc le côté droit, on a le slot pour carte SD ainsi que un port USB. Voilà. Sur l'avant, la tranche est super fine et donc il n'y a rien dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour docker la tablette, c'est comme avant, on a un système de petites pinces et un loquet ici, sauf que contrairement à la première où le loquet restait dans une position, ici, une fois que la tablette est dockée, en fait, il est verrouillé déjà en position ouverte. Si la tablette est dockée, il est relativement, simple à clipser par rapport au premier, où c'est vrai qu'au début on pouvait avoir un petit temps d'adaptation où la tablette n'était pas forcément toujours
facile à cliquer. Alors oui, bien sûr, on retrouve toutes les caractéristiques du dock de la première Transformer, c'est-à-dire que bien sûr il y a une deuxième batterie dedans, sauf que vu la finesse du dock, ce coup-ci la batterie n'est pas identique à celle de la tablette, elle fait la moitié de la capacité de la tablette, donc elle ne double pas l'autonomie, elle y rajoute 50%. Bon, revenons à la tablette. La tablette elle-même, alors de quoi, bon, je vous ai déjà parlé du design, des finitions, non, des finitions non, mais bon, c'est très bien fini, ça craque pas, ça bouge pas, c'est fin, c'est super bien fait. La tablette, on va peut-être parler un peu des caractéristiques. Donc on a une tablette avec un écran de 10,1 pouces de résolution 1280 par 720, donc résolution identique à toutes les autres tablettes actuellement sur le marché, parce que les tablettes HD arrivent. En écran qui est un super IPS+, on en reparlera plus tard. À l'intérieur, on a soit 32 soit 64 Go de stockage, 1 Go de mémoire RAM, et le processeur, le fameux Tegra 3, qui est un processeur quad-core. Ça, c'est pour les caractéristiques principales. La tablette a été livrée sous Android 3.2.1 Honeycomb, mais a reçu depuis la mise à jour 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Donc on a la chance de pouvoir faire ce test justement sous Ice Cream Sandwich, ce qui nous permet de nous donner un avis plus définitif sur la tablette, parce que c'est vrai que la version 3.2.1 pour cette tablette là n'était qu'une version de transition. Donc on va parler sur des performances de la tablette à l'utilisation, du software. Donc de ce côté là, qu'est-ce que je peux vous dire, les performances elles sont excellentes, essentiellement grâce au quad-core, qui est très performant, qui gère très bien les tâches, qui gère très bien la batterie parce que l'autonomie est correcte. En plus de ça, Ice Cream Sandwich apporte vraiment un plus au niveau de la fluidité et du rendu. Ça, c'est vraiment on peut le voir, c'est vraiment super fluide, réactif. Donc pour vous parler d'ailleurs de cette performance, il y a tout un tas de jeux qui vont arriver pour Tegra 3 de même manière qu'il y en avait pour Tegra 2. On en a quelques-uns en version démo. On a Big Top, on a plein de démos. On a Sprinkle, Shadowgun qui sont les versions adaptées au Tegra 3, de même que Riptide GP, on a la démo. On a un jeu de pinball, là on a un jeu de combat, un jeu de fight, de street fight. On a quoi d'autre? On a la démo de DaVinci, on a le jeu qui avait été le jeu qui a fait la première démo du Tegra 3 avec l'espèce de bouboule qui brille là, avec des effets dans tous les sens. Graphiquement, c'est bon, c'est pas une espèce, on va pas dire que c'est une grosse claque par rapport au Tegra 2 parce que Tegra 2 était déjà joli, là c'est joli, pas spécialement plus. Par contre, ça ajoute énormément de possibilités au niveau des effets, de la physique, des effets graphiques et compagnie. Bon, en plus de ça, la tablette elle est capable de lire des MKV en Full HD sans problème, donc en 1920 par 1080. Alors nativement la tablette avec Android lit les MKV, cependant faut faire attention parce que Android ne décode pas les pistes son en AC3 ou en DTS qui composent 99% des MKV. Donc on aura de l'image mais pas de son. Donc pour régler le problème, moi je passe par un logiciel qui s'appelle MX Video Player, qui est donc gratuit sur le market et qui utilise pour la partie image donc la partie pour l'affichage de l'image, utilise les décodeurs hardware, donc utilise les performances d'origine de la tablette, de son processeur, mais utilise pour le son un décodage software, donc propre au logiciel avec ses codecs, donc qui permet de regarder des MKV avec des bandes son en DTS ou en AC3. Donc je vous fais la démonstration. Là j'ai un MKV 1080p, donc Full HD, avec une bande son DTS et qui est en 11 mégabits par seconde. Donc c'est Rio, je l'ai choisi parce que justement il y a des belles couleurs, c'est sympa pour tester l'écran, tout ça. Donc je vais mettre du son. Voilà. Donc, je vais juste avancer un peu dans le film parce que se rendre compte là-dessus. Hop, voilà. Donc là, il va juste se lancer le temps qu'il calcule. Voilà. Maintenant il est lancé.
Et on voit très bien que ben là c'est hyper fluide, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de gêne au regard, il n'y a pas de légèrement même de lag, on va dire. C'est parfaitement fluide. Bon, ça c'est vraiment l'histoire de démontrer les capacités du Tegra 3 parce qu'on sait très bien que le Tegra 2 avait beaucoup de mal en vidéo HD, même en 720p. Bon, pour en revenir, on va parler justement en parlant de MKV de l'autonomie de la tablette parce que j'ai testé l'autonomie, j'ai pas eu malheureusement la chance de pouvoir tester tous les modes parce qu'en fait la tablette dispose de plusieurs modes d'énergie. Ici on a de l'économie d'énergie, un mode normal et un mode performance. Si je me mets en mode normal, je suis parti sur le mode normal pour mes tests et je me suis basé pour un test d'autonomie à la lecture d'un MKV 1080p, donc Rio, donc la tablette en lecture de film HD 1080p a une autonomie avec le Wi-Fi activé et connecté à un réseau, ainsi que la luminosité à 50% mais en IPS, pas en super IPS+, donc en IPS à 50%. On arrive avec la tablette seule, sans le dock, à 8 heures d'autonomie. Donc ce qui est relativement correct pour dire que c'est pas du surf internet, c'est vraiment de la lecture de MKV Full HD. Donc c'était en mode normal. J'ai pas vraiment eu le temps de faire différents tests avec différentes luminosités dans les différents modes de performance, donc je me dis le mode normal, c'est le mode standard, ça donne une référence. Que dire d'autre? On parlait du super IPS+, voilà, donc dans les panels, ici on a en plus des 3 modes de performance, une sélection de la luminosité qu'on peut mettre en automatique ou régler manuellement, et on a ce petit bouton super IPS+, dont j'avais déjà parlé dans une des vidéos, qui augmente encore plus la luminosité de l'écran, qui est fait pour une utilisation en extérieur. L'écran donc est très lumineux, luminosité à fond avec le super IPS Plus activé. On en avait à peu près déduit une luminosité 2 fois plus importante que la Transformer première du nom avec son écran IPS luminosité à fond. Donc ça c'était pour parler des performances de l'écran, de la lecture vidéo de la tablette. Je vous ai montré tout à l'heure ce petit haut-parleur mono qui est tout seul là sur le côté. Alors, ouais, le choix est peut-être discutable de la part d'Asus. C'est vrai qu'un son stéréo aurait été bien plus sympa. Cependant, l'iPad par exemple et l'iPad 2, un son mono, ils ont un son mono tous les deux, ça les empêche pas de se vendre. Comme quoi, c'est peut-être pas forcément un critère du grand public. Pour une tablette qui a une vocation comme celle-ci, avec son Tegra 3 à être très performante en multimédia, c'est quand même peut-être un peu dommage. Cependant, il faut être honnête, le son est bon, il peut être fort. Alors ça j'ai remarqué que ça dépendait aussi des applications, par exemple de la lecture de films HD, j'avais pas toujours un son extrêmement fort. Par contre sur les jeux et compagnie, on a un son qui est plus normalisé et qui est vraiment suffisamment fort. Sachant que beaucoup de gens ont critiqué cet emplacement pour le haut-parleur, c'est-à-dire sur la tranche de la tablette en bas. Moi j'ai trouvé ça très judicieux parce que quand on vient prendre sa tablette en main, on la prend ainsi et on n'a pas la main collée comme ça à la tablette. On tient la tablette de cette manière-là et en fait, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, ça fait une espèce de caisse de résonance. Ça augmente encore le volume, ça augmente un peu les basses. J'ai trouvé ça très ingénieux de la part d'Asus. J'imagine que c'est voulu de la part de leurs ingénieurs. Donc voilà, donc ça c'est pour le son qui est malgré la stéréo très bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je lis un petit peu mes notes. Donc la prise en main, on l'a vu visiblement, enfin légèrement. Autonomie, son on a fait, écran on a fait, performance à utilisation, je vous ai montré un peu quand même comment le Tegra 3 réagissait. On va parler du software, donc Android 4. Android 4, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des petits détails. Hop, la création de dossier. Je prends une icône, je la mets sur une autre, hop, ça crée un dossier. Je peux ouvrir mon dossier, fermer mon dossier, renommer mon dossier, rajouter des applications dans un dossier, sortir des applications d'un dossier. Est-ce que je peux mettre un dossier dans un autre dossier? J'ai jamais essayé, non. Dommage, j'aurais pu mélanger les deux dossiers. Bon. En plus de ça, Asus a rajouté ces petites choses à lui. Donc les widgets, par exemple le widget météo, les widgets email, date. Ce widget très intéressant qu'on aurait aimé avoir sur la TF101,
et qui arrivera peut-être justement avec la mise à jour 4, Android 4 de la TF101, qui indique le pourcentage de batterie de la tablette, du dock, si c'est en charge ou pas. Toujours le widget MyZine que je n'utilise pas trop. Et les petites modifications d'interface comme celle-ci, où on voit le réseau Wi-Fi connecté, ma compagnie, donc tout ça, toute l'interface d'origine de Honeycomb ou ICS pour tablette, plus des switches de performance, le Wi-Fi, la rotation, le Bluetooth, plein de choses comme ça, silencieux, synchronisation, et les 3 modes de performance, la possibilité d'activer, désactiver le Super IPS+, régler la luminosité, tout ça très facile d'accès, c'est vraiment pratique. Donc ça c'est un ajout d'Asus. Dans les autres ajouts de Asus, on a les applications qu'ils ont rajoutées, telles que qui étaient déjà présentes pour la plupart sur la TF101. Par exemple, les MyCloud, MyLibrary, MyNet, qui servent donc au partage de données pour MyCloud sur le cloud. MyLibrary, qui est un lecteur d'e-book. MyNet, qui permet de se connecter à un réseau DLNA ou alors de faire du partage d'écran à distance avec Splashtop Desktop, une application de partage d'écran. On retrouve toujours Polaris Office, qui est pour le moment, même sur cette version 4 d'Android, sur la même version que la dernière update de la Transformer en 3.2.1. On retrouve quoi d'autre comme application qu'ils ont rajouté? Il y a leur gestionnaire de fichiers qui a été revu aussi, qui est très bien fait. Le logiciel de sauvegarde qui était déjà présent et qui est de retour, qui permettra de restaurer vos applications que vous avez peut-être sauvegardées sur votre TF101. Supernote, qui est dans une version plus récente que la dernière version de la TF101. Web Storage, le Asus Web Storage, donc pour accéder à vos données dans le cloud. Et petit ajout, j'ai pas regardé s'il est sur la TF101 depuis les dernières mises à jour, il y a AppLocker qui permet de configurer un mot de passe pour verrouiller certaines applications, pour les rendre accessibles que par un mot de passe. Alors ça fait partie des ajouts d'Asus. Les ajouts d'ICS, sinon un changement de couleur dans l'interface, les petits dots en haut pour se repérer plus facilement sur quel bureau on est, des effets de transition qui ont changé, l'accès aux widgets directement dans le panel des applications, on passe des applications aux widgets avec la possibilité d'ajouter ces widgets sur les écrans, widget toujours redimensionnable, le multitâche que maintenant qui graphiquement est très ressemblant à celui de Honeycomb, mais maintenant on a cette capacité à slider les apps pour les fermer. Désolé, petite coupure, donc j'en étais au point de dire que on a toujours cette capacité en appuyant sur le bord des écrans à slider d'une page à une autre. Ça fait perdre une colonne, ça déplaît à certains, ça plaît à d'autres. Moi je trouve ça pas mal. Donc bon, ça fait partie donc de qu'on connaissait un peu déjà parce que c'était déjà présent dans Honeycomb. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je vais vous montrer les paramètres. On a le nouveau menu paramètres avec plein de choses dedans. Et donc on a le menu options de développeur, petit message d'avertissement totalement refait avec plein de possibilités auxquelles je ne comprends pas toujours grand chose, voire jamais rien. On a dans les langues de saisie, on a toujours le clavier Android et le clavier Asus. Le clavier Android d'Android 4.0 apporte pas mal de choses, dont un excellent correcteur d'orthographe avec possibilité de remplacer les mots. Malheureusement, le clavier Asus n'en profite pas, donc dès qu'on est au dock, on aura bien les mots mal orthographiés soulignés, mais pas la possibilité de les remplacer, contrairement au clavier d'Android de base, ce qui est un peu dommage. Après, on a les courbes de batterie, on a tout ce qui fait partie des options d'origine, sans problème particulier. Dans Honeycomb, il y a pas mal d'applications qui ont été redesignées, l'application Gmail, alors attendez, l'application Agenda qui a été refaite, Gmail a été refait, l'email mais pas grand chose, la galerie a été refaite, on a les albums comme ça au lieu d'avoir une espèce de truc bizarre, pas toujours pratique, et donc qui marche très bien.
Pour en revenir à l'appareil photo par exemple, il est pas mal. Ça c'est des photos qui ont été faites en intérieur, intérieur flash, intérieur sans flash, avec luminosité très faible. C'est pas exceptionnel, j'ai pas réussi à en arriver au résultat de certains. Donc l'application appareil photo qui a été changée dans Android 4 avec maintenant toujours la possibilité de prendre des photos, d'avoir la caméra frontale. Non, ça va pas s'activer. Si, ça met juste un petit peu de temps. Donc passage sur la caméra frontale. Ah non, c'est mode film, pardon. Photo, film, mode panorama. Hop, là pour prendre des panoramas. Hop, et bien sûr toujours la capacité. Un petit peu lente l'application. À passer sur la caméra frontale, voilà. Bon, on revient au menu. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, le navigateur a été légèrement refait, il n'y a pas de grande différence flagrante avec le navigateur depuis Honeycomb au niveau du design. Par contre, il est très performant, très rapide. On a la possibilité de faire l'affichage d'une page en mode bureau assez rapidement, juste en allant dans le menu et en cochant une case, plutôt que d'aller directement dans les options et de changer les user agents et compagnie. Donc de ce côté-là, il y a quand même pas mal de petits progrès. On va dire que par rapport à l'interface de Honeycomb, on n'a pas de gros bouleversements comme l'a été le passage d'Android 2.3 vers 4.0 pour les téléphones, mais c'est plein de petits détails qui font que l'utilisation est plus agréable. D'ailleurs, là, je viens de recevoir une notification de mail dans Gmail. On voit bien que, comme sur le téléphone, je peux prendre la notification et pour la supprimer, pour la fermer, la glisser sur le côté. Ça fait partie des modifications de ICS. Il y a pas mal de petits détails, donc je vais pas parler de tous, parce que de toute façon je les ai pas en tête, je les oublierai. Et je les ai déjà oubliés. La tablette a beaucoup fait parler d'elle aussi avec des problèmes de Wi-Fi et de GPS. On a fait des vidéos distinctives pour ces deux problèmes, pour vraiment les mettre en avant, mais pour résumer, au niveau du Wi-Fi, on n'a pas constaté de problème particulier. La tablette capte raisonnablement bien. Côte à côte avec une transformer première du nom et le même réseau Wi-Fi connecté, la transformer prime est même légèrement mieux. Parfois, ça se joue à peu de choses, mais elle est légèrement mieux, donc il n'y a pas de grosse peur à ça de ce côté-là. Pour ce qui est du GPS, en revanche, c'est vrai que là, c'est plus flagrant, ça serait à cause du dos en métal. Donc on capte beaucoup de GPS, mais ils ont un signal très faible. Le temps de fixe est pas excessivement long si on tient compte du fait qu'il n'y a pas d'AGPS, parce qu'on n'a pas de connexion donnée quand on est dehors. Si on a une connexion donnée à portée, j'imagine que c'est plus rapide. Donc le temps de fixe n'est pas excessivement long, par contre la précision est pas top. Le signal des GPS c'est pas très fort. Donc bon, voilà pour ce qui est de la tablette. J'ai cru remarquer qu'elle disposait d'un vibreur. C'est un petit plus sympa. Pourquoi pas. C'est toujours mieux d'en avoir un que de pas en avoir du tout. Bon après, aller à l'utilisation, elle est rapide, elle est fluide, elle est réactive. Elle a de très bonnes capacités multimédia avec la lecture possible de MKV 1080p. Elle a un très très bel écran, malgré qu'il ne soit pas Full HD, mais avec une très bonne luminosité. Le son, malgré qu'il soit en mono, est très bon. C'est vrai qu'on aurait pu le préférer en stéréo, mais il est très bon quand même. Android 4.0.3, c'est du lourd. Là, franchement, Asus fait très fort en le mettant à disposition si vite. La tablette, elle est fine, elle est légère. Les connectiques sont présentes. On peut toujours regretter le manque du USB host, mais j'imagine que les adaptateurs faits pour la TF101 sont adaptables sur la TF201 vu que c'est le même port de branchement. Effectivement, une petite lacune sur le GPS. Le Wi-Fi, on n'y a pas remarqué de problème particulier. L'autonomie, elle est pas mauvaise. On va dire que Asus annonçait jusqu'à 12 heures d'autonomie. On arrive à 8 heures, mais à 8 heures en lecture de MKV 1080p. Après, donner une autonomie une durée comme ça,
ça va être compliqué parce que ça va dépendre de l'utilisation de chacun. Donc l'autonomie, elle est correcte, elle est même plutôt bonne. Le dock clavier va étendre un peu cette autonomie, rajouter 50%, donc ce qui veut dire qu'en lecture de MKV 1080p, on en arriverait en théorie à 12 heures. C'est beau, c'est fluide, il y a plein de petites choses ajoutées par Asus, que ce soit leur propre logiciel, des logiciels tierces. Le dock est toujours un petit peu sympa. Par contre, contrairement à la première la première Transformer, la TF101, où la tablette se démarquait par son dock, parce qu'on avait toutes les tablettes qui étaient plus ou moins identiques à cette époque-là, avec du Tegra 2, 1 Go de RAM, en 10 pouces et compagnie, même gamme tarifaire en plus. C'est vrai que la Transformer, première du nom, se démarquait des autres par le clavier. Là, même sans clavier, la tablette se démarque des autres sans problème. C'est un excellent produit, une très bonne tablette. C'est ce qui se fait de plus haut de gamme, je pense, actuellement en Android. Je dis pas ça parce que je suis rédacteur Azuspad. Je parle en connaissance de cause en étant aussi rédacteur d'Android pour les nuls. Actuellement sur le marché, c'est la meilleure tablette Android. Il n'y a rien à redire. Le dock, c'est un plus. Un plus sympathique. C'est pas forcément indispensable, comme je le disais. Avec la TF101, c'était ce qui l'a démarqué. Là, pas forcément. La tablette se démarque à elle toute seule. Et bon, même si on voit arriver des concurrentes comme la Transformer TF700, donc l'équivalent avec le correctif pour le GPS ainsi que un écran Full HD, ou alors chez Acer la A700 pareil en Tegra 3 avec écran Full HD, c'est des tablettes qu'on risque de pas voir arriver avant entre juin et septembre. Donc étant en janvier, on a encore un bon moment tranquille avant l'arrivée de la réelle concurrence. Donc je peux dire que la TF101, la TF201 de ce côté-là se démarque réellement. Ouais, on va parler un petit peu du dock quand même. Bon, sa finition, on en a déjà parlé, c'est la même que la tablette, elle est en aluminium, ça grince pas, c'est super bien fait, c'est joli, c'est très bon. C'est très bon. En lui-même, le dock, par rapport au dock de la TF101, j'ajouterais peut-être une précision. Le dock de la TF101, il y a pas mal de gens qui, à l'utilisation, trouvaient les touches parfois peu réactives. C'est vrai qu'il fallait être un petit peu franc sur la frappe. Et qu'il y avait une espèce de lag aussi, qui a été réglée plus ou moins par les mises à jour après, lors de la saisie de texte, surtout sur le navigateur internet. Alors, les touches maintenant, elles sont vraiment beaucoup plus sensibles. On peut taper normalement, la saisie se fait parfaitement. Et pour les navigateurs internet, je suis assez bluffé parce que maintenant on n'a plus aucun lag. Bon, ok, on a un Tegra 3 derrière, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la TF101. On a une fluidité comparable à l'utilisation d'un PC portable, d'un netbook. Il n'y a rien à redire. Donc le clavier, il ne dispose plus que d'un seul port USB. Port USB qu'on a testé avec des clés USB, des disques durs auto-alimentés, du FAT32, du NTFS, tout marche. Dans une vidéo aussi, j'avais précisé avec les tests de différents formats que le port micro SD de ce côté-ci là n'était compatible qu'avec les clés micro SD en FAT32 et pas avec le NTFS. C'était le cas sous Android 3.2.1 quand on l'a testé. On l'a retesté avec Android 4.0.3. Les cartes NTFS sont bien reconnues maintenant. Donc à vous les joies de la carte 32 Go pour étendre votre tablette à 64 Go ou à 96 Go, le tout en étant en NTFS, donc la possibilité d'accueillir des formats de fichiers d'une taille supérieure à 4 Go, donc à vous les joies de la tablette multimédia en MKV. Pour la prise HDMI, malheureusement on l'a pas testé parce que la première Transformer est équipée d'un câble mini HDMI, d'un port mini HDMI. Là on est sur du micro HDMI, donc je n'ai pas le câble adapté pour tester, donc ça j'ai pas pu tester. Il n'y a pas de raison que ça marche mal avec une tablette qui est en plus capable de décoder des formats Full HD. Je pense que c'est un petit bonheur, un bon petit lecteur multimédia portable. Voilà, j'ai certainement oublié des choses, mais comme ça je vois pas quoi, donc je pense qu'on a fait le tour du principal. Bien sûr il y aura un test écrit en parallèle de cette vidéo, donc profitez-en, lisez bien le test, profitez de notre test qui sera certainement un des premiers, ou du moins peut-être même le premier en français
à avoir testé la tablette sous Android 7.0. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo de présentation et de test de la Transformer Prime sous Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Et merci de nous suivre sur YouTube, de continuer à nous supporter, de nous suivre sur Twitter et de consulter asusspot.fr. Allez, à bientôt et merci.